Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie de cours, nous allons parler un petit peu des transistors bipolaires. Alors, depuis leur apparition, peu après la Seconde Guerre mondiale, les transistors ont révolutionné le monde de l'électronique. Leur dimension toujours plus petite et leur polyvalence ont peut-être fait les composants électroniques les plus utiles et les plus importants. Dans ce cours, nous allons aborder la configuration du transistor, le principe de fonctionnement et ses différentes zones de fonctionnement. Alors, le transistor bipolaire est un composant qui est composé de trois bornes, la base, collecteur et émetteur. L'émetteur, il est indiqué par une flèche. La flèche au niveau pour le NPN, elle est sortante et pour le PNP, elle est entrante. Le transistor NPN est conçu pour des alimentations positives et le PNP est conçu pour des alimentations négatives. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente le principe de la jonction PN. Ici, nous avons pour le transistor, c'est une disposition de couche NPN ou bien PNP. Pour mieux comprendre ce principe, je vous invite à revoir la vidéo de la jonction PN avec animation pour mieux comprendre le déplacement des électrons et des trous. Dans cette partie, on représente le semi-conducteur du transistor. Au niveau du collecteur, nous avons le semi-conducteur de type N. Au niveau de la base, nous avons le semi-conducteur de type P. Et au niveau de l'émetteur, nous avons le semi-conducteur de type N aussi. On commence d'abord par polariser le transistor, ça veut dire on alimente le collecteur par le pôle positif et la base aussi par le pôle positif et l'émetteur, ça serait le pôle négatif du générateur. De la première vue, on pourrait dire qu'il n'y aurait aucun passage d'électrons dans cette configuration-là. Mais l'astuce ici, c'est que la base, elle est faiblement dopée. Elle est très mince, donc elle contient peu de porteurs libres par rapport à l'émetteur et au collecteur. Et c'est ça l'astuce d'un fort courant. On va l'expliquer maintenant. On remarque que la jonction base-émetteur est polarisée en direct. Donc, il y a création d'un champ électrique. Ce champ entraîne une injection d'électrons de l'émetteur vers la base. Et par construction, la base est couverte et peu dopée. Ainsi, la plus grande majorité des électrons émis par l'émetteur arrive à traverser la base et parvient au collecteur. La jonction collecteur-base étant polarisée en inverse, il y règne un champ électrique qui entraîne les électrons vers le collecteur. Les électrons émis par l'émetteur sont donc collectés par le collecteur et ainsi, il y a un courant qui traverse le transistor du collecteur vers l'émetteur, vu que, comme vous le saviez, le courant, c'est le sens inverse de déplacement des électrons. Et vous remarquez aussi que les électrons collectés par la base le nombre d'électrons est très faible, ce qui explique le faible courant au niveau de la base. Donc, en conclusion, nous avons un faible courant au niveau de la base qui entraîne un très fort courant au niveau du collecteur. C'est pour cela on dit que le transistor joue le rôle d'un amplificateur de courant. Ici, on représente les grandeurs du transistor. Comme vous le voyez, donc il contient trois pôles, base, émetteur et collecteur. Donc, ce qui donne 6 grandeurs caractéristiques. Il y a 3 tensions, la tension VPE entre la base et l'émetteur, la tension VCB entre collecteur et base, et la tension VCE entre collecteur et l'émetteur. Et pour les courants, nous avons le courant IB entrant dans la base, le courant IC dans le collecteur et le courant IE dans l'émetteur. Donc, cette figure illustre les zones de fonctionnement du transistor. Il est donné généralement par le constructeur. Donc, le transistor, il contient 4 cadrans. Le premier cadran, c'est le IB en fonction de VPE. Il donne le réseau d'entrée du transistor. Le deuxième cadran, il donne la relation entre IB et IC. C'est ce qu'on appelle la droite de transfert. Et troisième cadran, il donne le réseau de sortie. C'est IC en fonction de VCE. Le quatrième cadran, VPE et VCE, généralement, il n'est pas utilisé parce qu'il donne peu d'informations sur le transistor.
Concernant les ondes de fonctionnement, le transistor a deux usages. Il pourrait être utilisé comme amplificateur si le point de fonctionnement il est placé dans la zone linéaire. Il pourrait être utilisé comme un commutateur si le point de fonctionnement est placé soit dans la zone de blocage ou bien la zone de saturation. Donc s'il est placé dans la zone de blocage, il se comporte comme un interrupteur ouvert, et s'il est placé dans la zone de saturation, c'est un interrupteur fermé. Il faut évidemment éviter les zones interdites, ce sont les zones marquées ici en rouge. Donc, il ne faut pas dépasser le courant maximal donné par le constructeur, le IC max. Il ne faut pas dépasser le VCE max donné par le constructeur aussi, et la puissance maximale donnée par le constructeur pour éviter la destruction du transistor. Je vous expliquerai dans une vidéo après comment calculer le point de fonctionnement et la signification de ce point-là. Pour pouvoir fixer ce point de repos, il doit y avoir une polarisation du transistor. Généralement, ce sont les résistances de polarisation et les générateurs continus. Donc, dans la configuration à gauche, nous avons deux générateurs qui polarisent le transistor. Il y a le générateur qui polarise la base, il y a un autre générateur qui polarise le collecteur. Comme vous le voyez, cette configuration, elle est difficile à réaliser dans la pratique vu qu'il demande deux générateurs continus différents. Par contre, la configuration à droite, c'est la configuration la plus utilisée dans la pratique vu qu'elle demande un seul générateur de polarisation. Comme vous le voyez, le générateur VCC, il polarise à la fois l'émetteur, le collecteur et la base. Pour pouvoir placer le point de repos dans le réseau de caractéristiques que nous avons déjà défini précédemment, on aurait besoin de deux droites. Une droite définie par les éléments calculés au niveau de l'entrée, c'est la droite d'attaque, calculée en fonction de IB et VBE, et la droite de charge statique, calculée en fonction de IC et VCE. Donc ici, on trace à titre indicatif les deux droites. Dans le réseau d'entrée, on trace la droite d'attaque statique. Et l'intersection entre la droite et l'allure de l'entrée, elle donne le premier point de repos. La projection du courant IB0 sur la droite de transfert, elle donne le courant IC. Et la projection de IC sur la droite de charge, elle donne le point VCE. Donc tout ça, nous allons le voir dans un exercice à part. Maintenant, je suppose que le point de repos est placé dans la zone linéaire. C'est la zone qui permet d'avoir l'amplification. Maintenant, nous allons provoquer une petite variation des grandeurs de la base autour du point de repos ou bien du point de fonctionnement. Et cette variation sera transmise au collecteur. Maintenant, nous allons illustrer ces variations-là autour du point de repos dans le réseau de caractéristiques. Alors ici, vous remarquez que nous avons une petite variation du courant IB et VB autour du point de repos qui serait transmise à la sortie en suivant les projections. Donc on projette juste le point de repos au niveau de la base vers le collecteur en projetant sur la droite de transfert et en projetant même les variations. Donc essayons juste de suivre les lignes vertes et les lignes rouges, c'est-à-dire le maximum et le minimum de la variation. Ensuite, ces variations-là du courant IC sont transmises sur la droite, comme vous voyez, de la droite de charge dynamique. Là, les projections se font sur la droite de charge dynamique et non pas statique pour avoir la variation du VCE autour du point de repos. Nous allons voir aussi dans une autre vidéo la différence entre la droite de charge statique et dynamique dans un exercice, comment tracer les deux et comment placer le point de repos. Donc cette figure illustre bien la variation. Donc on a, et comme vous voyez, une faible variation de la tension va entraîner une variation élevée de la tension à la sortie. Et pareil pour le courant. On remarque ici que tous les signaux variables ici ils font des variations autour du point de repos par rapport à l'axe, c'est-à-dire l'origine du temps. C'est-à-dire que chaque signal est composé de deux composantes. Une composante statique, c'est la valeur du signal au repos, soit le courant ou bien la tension, plus la composante alternative ou bien dynamique, c'est la variation autour du point de repos. Donc on pourrait dire que le signal il peut être écrit sous forme de x de t égale à x plus delta x de t, avec x peut être soit la tension ou bien le courant, d'après le théorème de superposition.
Les grandeurs électriques comportent alors une composante continue et une composante alternative. Donc, on peut décomposer l'analyse du montage en deux études. Une étude continue pour étudier le montage en statique et calculer le point de repos, et une étude dynamique pour calculer le gain d'amplification de la variation. Donc ici, on représente le montage en statique avec la petite variation qui a été provoquée dans la base, donc qui pourrait être décomposée en deux montages. Le montage en statique dans lequel j'annule la variation et le montage en dynamique dans lequel j'annule la composante continue, qui est la tension. Donc, règle générale, pour le montage en régime statique, je remplace le générateur variable par un court-circuit, et pour le régime dynamique, je remplace le générateur continu par un court-circuit ou bien un fil. Donc, l'étude du régime dynamique variable revient à étudier les petites variations autour du point de polarisation ou bien le point de fonctionnement. Dans la pratique, comment peut-on alors séparer dans un signal les petites variations de la polarisation? Parce que dans un amplificateur, on n'a pas intérêt à amplifier le signal continu, ça veut dire issu ou bien régi du régime statique. On a intérêt juste à amplifier le régime alternatif. Donc la solution, c'est d'utiliser un condensateur de liaison. Pourquoi? Parce que l'impédance du condensateur ZC est égale à 1 sur JC oméga. Pour le continu, le oméga est égal à 0, vu que tout est fixé, et donc le ZC tend vers l'infini. Ainsi, le condensateur devient équivalent à un circuit ouvert. Et pour l'alternative, si on a C assez grand, le ZC tend vers 0, parce que oméga tend vers l'infini, donc le ZC tend vers le 0, ainsi le condensateur devient équivalent à un court-circuit. Ici, on représente un exemple de montage à émetteur commun et comment obtenir le schéma équivalent en régime statique et en régime dynamique. Donc, on commence par remplacer le générateur alternatif en régime statique par un fil et le générateur continu en régime alternatif par un fil. Ensuite, la deuxième étape, je remplace tous les condensateurs en régime statique par un circuit ouvert et donc j'obtiens le schéma équivalent suivant. Donc comme vous le voyez, c'est un schéma en fonction des éléments statiques, des résistances et un générateur continu. Je fais pareil pour le régime alternatif, je remplace tous les condensateurs par des fils et ainsi j'obtiens le schéma équivalent en régime dynamique. Pour ce schéma-là, je vous ajouterai une autre vidéo montrant comment obtenir le schéma équivalent en régime dynamique. Donc dans la pratique, pour réaliser un amplificateur, on commence d'abord par réaliser l'étude statique du montage pour fixer le point de repos dans la zone linéaire. Généralement, pour maximiser le rendement, on fixe le point de repos au milieu de la droite de charge statique. Donc ça, c'est un exemple de calcul pour un montage statique. Ça montre que le point de repos il est situé au niveau de 7 volts par rapport à 20 volts que l'on a dans l'alimentation. Et le point dans la base il est situé au niveau de 1,25 volts. Une fois le point de repos est placé, on ajoute au montage global des condensateurs de liaison pour bloquer les composantes continues et le générateur d'entrée que nous souhaitons amplifier à la sortie. Et généralement, le condensateur CD, que vous voyez en parallèle avec la résistance RE, il sert à amplifier le gain. Donc seulement le condensateur CL1 et CL2 qui sert à bloquer les composantes continues. Comme vous le voyez là, si on veut analyser le montage obtenu, vous remarquez là que le générateur EZ est un signal sinusoïdal par rapport à l'axe. Comme vous voyez, c'est par rapport à 0 volts. Le signal au niveau de la base, c'est un signal variable autour de 1,25 volts. Donc, c'est autour du point de repos. Le rôle ici du condensateur CL1, c'est de bloquer la composante continue qui pourrait perturber le signal d'entrée. Donc, le rôle du transistor, c'est l'amplification. Comme on le voit au niveau du collecteur, le signal elle est amplifié autour du point de repos qui était de 7 volts. Et à la sortie, nous remarquons que l'amplification est transmise à la sortie mais par rapport à 0 volts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de composante continue vu que le condensateur CL2, il l'a éliminé. Et le rôle du condensateur CD, c'est l'amplification du gain en tension.
En résumé, le rôle des deux résistances de base servent à la polarisation de la base. C'est pour fixer le point de repos au niveau de la base, ou bien dans le réseau d'entrée. La résistance du collecteur sert à fixer le point de polarisation au niveau de la sortie. Et la résistance RE sert à la stabilité thermique. Le condensateur CL1 et CL2 ce sont des condensateurs de liaison qui servent au blocage de la composante continue. Et le condensateur CD sert à amplifier le gain. La résistance de sortie RU, c'est une charge. Par exemple, s'il s'agit d'un amplificateur audio, elle représente le haut-parleur. Et merci pour votre attention.